moi, Jiba, ça me très honoré d'avoir avec nous l'équipe de France, dont le capitaine de l'équipe de France, malheureusement. Michel ne va venir. Hichem est absent, nous pleurons son absence. Et voilà, donc là c'est une Marseillaise, normalement. Ouais. Voilà, Marseillaise. Pour Hichem, qui est marseillais, et pour la France, Exactement. qui est française. Oui, ça fait tout. Ça fait des larmes et tout. Ça. Arrêtez, on va croire qu'il a été tué dans une guerre des Gaulois à Marseille. Et au moment du building, parce que là c'est un moment clairement où il y a... Comment ça s'est organisé pour vous? Bah, là, c'est là que les séances d'entraînement de Célé ont bien payé, parce qu'on a su faire quelques tests du genre rouge vers landfall sans removal, est-ce que ça marche? La réponse est non. Et qu'est-ce qu'on fait avec le verre quand il ne reste rien? Et au fur et à mesure, on a appris à sortir de certaines situations, et bah, typiquement, donc, Pierre a appris à jouer pas mal de jeux verts. De pile. Ouais. Et à gagner plein de matchs avec, quoi. Donc, Il y a genre bleu, blanc, rouge, noir et vert X, c'est ça? C'est le schéma en gros. Bleu-blanc quasiment tout le temps, et puis après, fallait s'arranger avec le reste, quoi. Et c'est vrai que tu peux. Enfin, en fait, en draft, j'évite après autant que je peux de jouer vert, mais en CD, tu peux pas éviter, quoi. Tu peux pas dire, je joue juste contre des cardiaques, quoi. Donc, tu fais, quand tu files, tu fais quelque chose avec, quoi. Et effectivement, d'une part, on s'est entraîné à builder les jeux verts, on s'est rendu compte que c'est pas du tout les jeux normaux qui gagnaient. Genre, si tu regardes les 2 CD qu'on a joué en vert, là, dans le Magic Cup, il y avait 2 drops à 6, 2 drops à 7, 2 mine rods de base, enfin. En gros, à chaque fois, il s'était buildé, on avait dit, bah, si le mec fait bet tour 2, bet tour 3, bet tour 4, on va perdre, quoi. Et tant pis, c'est la vie, parce que de toute façon, si on essaie de battre ça, on aura juste un deck de merde qui perdra toutes les parties, quoi. Tous les autres. Ouais. Et finalement, ça marchait pas mal. Et puis ensuite, quand on a préparé, on jouait toujours enfin, si on pouvait, le même deck. Par exemple, Fatih, il a joué quasiment tout le temps le blanc-bleu, sans entraînement. Du coup, il avait plus de fini avec le deck, il y avait plein de questions qu'on s'était déjà posées. Au moment de builder, c'est lui qui faisait les finitions sur le truc. Arnaud, il jouait le deck Devoid. Donc ça pouvait être quand on avait un deck Devoid, quoi. On a joué refaire aggro finalement, mais si on avait un deck Devoid, il aurait joué. c'était une sacrée surprise. Donc, Et du moi, coup, je jouais ce qui restait, quoi. pendant la construction, on étalait les couleurs, et ensuite rapidement on passait une phase où on construisait un deck bleu-blanc par exemple, un deck noir-rouge Devoid et un deck vert, et chacun travaillait en parallèle. Et au bout de 5-10 minutes, on pouvait s'arrêter et dire où t'en es, et chacun des joueurs il savait dire le deck est bien ou il faut trouver autre chose. Parce que dès que dans Horizon 3, t'en as un qui dit ce deck là c'est mort, il n'existe pas, faut repenser tous les autres, quoi. Ouais, Ou alors parfois tu peux très rapidement isoler un deck, dire bon de toute façon genre ces 10 cartes là elles marchent ensemble, elles peuvent marcher que dans un deck, donc c'est sûr qu'on aura ce deck là. Et dans ce cas généralement mécaniquement c'est quand même plutôt facile de faire à deux autres, quoi. Ok, donc ça en fait c'est grave, enfin c'est vachement dû à la préparation en fait finalement. Ouais. Ça. Oui. Et Ouais, il y avait là en CD on était vraiment contents de ça se préparer pour le coup. Il y a des équipes qui s'étaient pas beaucoup préparées, ça se sentait ou... Non, même les Italiens, hein. Ah ouais? Ils ont fini par dérouler, mais le Caminoudi est arrivé la veille et c'est le premier CD qu'ils ont fait tous ensemble. Je pense que les Hollandais s'est mal préparé parce qu'on a joué contre eux, ils m'ont dit un truc du genre mais tu joues noir-vert, comment tu sais pour gagner avec noir-vert, c'est de la merde machin, et en fait je leur dis c'est une question de match-up, par exemple contre blanc bleu fly c'est plutôt pas mal, c'est 2-4, contre blanc noir contrôle c'est vachement bien parce que pour le coup ils jouent des menaces à 7, ils jouent des menaces à 8 quoi. Et genre ils n'avaient pas du tout réfléchi à ça parce que juste ils n'avaient pas forcément beaucoup joué avant, donc ils savaient pas trop qu'il y avait toujours plus ou moins en blanc En fait ils bleu. sont allés faire du draft, c'est ça? Ouais, je pense qu'ils jouaient super bien individuellement, ils ont construit 3 decks qui avaient l'air forts sur le papier, mais ils n'ont pas réfléchi au fait que les mecs en face, enfin nous les mecs ils n'avaient pas l'air esthétique, hein, genre, tu regardes le premier CD, le deck Gardon et le mien c'était vraiment des piles de cartes, enfin il n'y avait aucune logique ou quoi, mais c'était bien par rapport à ce que la moyenne des mecs qui jouent en CD, quoi. Et pour le construire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez commencé à penser le truc? Là on avait un magicien pour le construire. Ah ouais? Allez, vraiment. vas-y, Genre vas-y. Arnaud, mais je sais pas si on doit le dire parce que limite j'ai envie qu'on le refile à l'équipe de France l'an prochain. Et on avait l'arme fatale, quoi. Genre franchement il avait fait un truc ultime, Arnaud. Ah bah si, on va pas le dire. Bon, on a essayé, au début je voulais voir toutes les combinaisons possibles, donc essayer de croiser plein de decklists de standard, Ouais. une trentaine de listes, et faire un outil informatique automatique qui étudie toutes les combinaisons Ouais. et compte combien il y a de cartes qui sont en conflit. Ok. Parce que si j'ai 4 cartes, 4 Jace dans un deck et 2 dans un autre, eh ben, en standard unifié, ça fait 2 de trop. Donc on comptait à chaque fois combien il y avait de cartes en trop. Mais en fait, le truc, c'est que si tu fais ça à la main, faut te rendre compte que les permutations, il y en a peut-être 100 000. Ah ouais, c'est énorme. C'est un peu dur à faire à la main. C'est laborieux. Arnaud, il fallait appuyer sur un bouton et attendre 5 secondes. Et après, t'avais la Ah, tu l'as vitesse. vraiment conçu le logiciel? Ouais. Ah. C'était super pratique, ça classait les configurations de ça. Il n'y a aucune carte en trop, il n'y en a que
une en trop, une 2 en trop, et on se disait, bon, bah, comment est-ce qu'on peut modifier ces bases de mana? À la rigueur, on enlève 2 fetch blanc-vert ici, est-ce que c'est jouable? Et on s'est mis à réfléchir à différentes choses. Déjà, ce qui est apparu clairement, c'est genre la première conclusion, c'est que ramp, Eldrazi ramp, c'était quand même bien pratique pour boucher les trous. Dans le top 10 des combinaisons les plus faciles à faire, il y avait toujours ramp dedans. En fait, au bout du compte, ça ne nous a pas tellement aidé à choisir les decks, au sens où le problème c'est que ça nous a fait arriver des conclusions, mais qui étaient assez simples à trouver, et que presque tout le monde a trouvé. Mais en revanche, sur le metagame, ça nous a permis de voir qu'il y avait des decks que les gens seraient obligés de jouer même s'ils n'en avaient pas envie. Et typiquement, la première dynamique, c'était de voir que ramp, c'est le deck qui arrangeait tout le monde, mais que le deuxième deck qui arrangeait tout le monde, c'était Atarkared. Et que Atarkared, ça a explosé ramp. Ouais. Et tu vois, c'était marrant comme dynamique, parce que, bah oui, tout le monde savait que ramp c'était mieux contre Atarkared, mais ça n'empêche pas que c'était le deck le plus facile à jouer et que c'était difficile de faire une combinaison sans ramp, donc il fallait faire un arbitrage sur est-ce que j'affaiblis un petit peu la combinaison de 3 decks et j'ai pas cette faiblesse là, ou alors est-ce que je serre les doigts à chaque fois pour pas tomber sur Atarkared. Tu n'avais pas de deck de side, quoi. C'est genre tu jouais ramp, il y avait Atarkared en face, c'était la merde, quoi. Mais c'est vrai, il y a des équipes qui ont fait des trucs originaux, notamment l'Écosse, genre qui avait un Jeskai inattendu. Cela dit, le marbre de pierre n'était pas spécialement attendu non plus, je crois. Non, mais il y a des gens qui font des marbres semblants. Le troisième deck qui était souvent original parce que. Forcément, dans la même logique que le Célèbre en fait. En fait, tu commences sur Atarkared en disant d'une part le deck est fort, il est pas trop gênant sur les fetch, et en plus il est fort contre ramp qui va être joué, donc tu as envie de le jouer. Et ensuite tu te dis, bon bah du coup, Crackling Doom ça va pas être très joué. Ça paraît assez clair que Esper Dragon, dans un format où il n'y a pas de Crackling Doom, c'est quand même. Pourquoi Crackling Doom ça serait pas joué? En fait, les combinaisons de decks qui peuvent jouer Crackling Doom, donc dans les vrais decks du format, dans les decks qui sont très joués, il n'y a que Jeskai qui joue Crackling Doom actuellement. Jeskai, c'était le deck qui marchait horriblement mal dans toutes les combinaisons. C'est-à-dire pour le jouer, c'est ce que fait l'Écosse d'ailleurs, soit tu joues avec une mana base, c'est très compliqué, c'est ce qu'eux ils ont fait, soit tes deux potes, tu aimes bien la merde, quoi. Du coup, on est parti du principe que ce serait très peu joué, et effectivement, il y avait genre 3% de Jeskai, et que donc, s'il n'y avait pas Crackling Doom, Esper Dragon, c'est quand même un deck qui est extrêmement fort, et que du coup, ce serait le deuxième deck qu'on jouerait. Et je pense qu'il y a énormément de teams qui ont fait ça. C'est-à-dire, la combinaison Atarkared et Esper Dragon, il y avait quasiment toutes les la grande majorité des teams avaient Atarkared et Top 8. Et du coup, la question c'était plutôt le troisième deck, qu'est-ce que je vais faire avec Sirès, quoi. Et c'est là que les gens ont été obligés d'être créatifs. Genre, t'as les mecs qui ont joué Témur avec du noir. Et Italien, il y a eu Témur. Mardi, il y a eu une rampe, il y a eu le Jeskai un peu bizarre. Il y a eu noir, il y a eu des absents, il y a eu des noirs rouges dragons. Enfin, sur ce spot là, il y a eu des tokens, on a joué contre un blanc-noir guerrier aussi. Enfin, les gens sont vraiment, ont été obligés d'inventer des choses, quoi. C'est pour ça que le tournoi était cool d'ailleurs, c'est que les gens sont obligés d'inventer des decks, quoi. C'était contre l'Islande justement, où donc moi j'étais en coach. Le but c'était que j'aille me mettre à côté de qui jouait contre le Atarkared pour, comme je joue pas mal à Atarkared, d'essayer d'anticiper ce que l'adversaire peut faire. Donc je commence à me mettre à côté de Pierre, et le mec joue pas Atarkared. Et on sait que l'adversaire d'Hichem, a priori, il joue pas non plus, donc je vais voir l'adversaire d'Arnaud. Et là, il jouait ramp, c'est ça. Tour 1, Shrine of the Forsaken Gods. Là, je fais, ok, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais retourner voir Hichem et voir si je peux l'aider pour son Atarkared à lui et son adversaire jouer Jeskai Black. C'était assez surprenant, mais... Ça d'ailleurs, c'est une dynamique qui est amusante, c'est que quand tu connaissais deux des decks de la team en face, tu pouvais plus ou moins deviner le troisième. Sauf quand c'était le... Et du coup, on s'était dit qu'il fallait que Hichem, ce soit celui qui commence à jouer... En dernier? En dernier, c'est ça. Qui joue en dernier. Parce qu'on voulait pas que nos adversaires à nous sachent qu'ils n'étaient pas contre Atarkared. Et inversement, ça m'arrivait pour le coup de réfléchir à l'équipe. Notamment, il y a eu une game où j'étais le dernier démarré de la team. Et je vois ma main et je fais putain, contre Atarkared il y a une team, mais contre tout le reste, elle fait rien, quoi. Genre, c'était 4 removal, 3 landes, quoi. Et je regarde, ça joue pas Atarkared là, ça joue pas Atarkared là. Et ça marchait d'ailleurs, mais ça arrivait ça, non, quoi. Pardon? Tout le monde le sait, ça, non? J'ai pas eu le sentiment que. Parce que c'est globalement de l'ordre de la gauche autorisée, quoi. Bah, il y avait la nouvelle... c'est du scouting, quoi. Il y avait la Nouvelle-Zélande, par exemple, c'est la seule équipe que j'ai vue qui faisait ça. Genre, Arnaud pose un fetch et son adversaire dit We got a polluted delta here, guys. Oui, c'est vrai. Et là, il communique Ok, mon adversaire joue ça. Ok, c'est bien. Et c'était quoi l'impact de l'article de Carston au moment où vous avez testé? J'ai aidé des En gros, nous on se sentait trop fort parce que ça faisait 3 semaines qu'on avait compris exactement ce qu'il avait expliqué. Et en fait, juste qu'il n'y avait pas vraiment de niveau 2, quoi. Genre c'était niveau 1, mais ça expliquait un petit peu tout ce qu'il y avait à comprendre. Donc on se disait, voilà, on a un avantage de ouf avec le truc d'Arnaud, c'est bon, c'est impossible. Genre, on sait exactement ce que les mecs peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire, ce que nous on doit faire pour battre ça, etc. etc.
Et Tersten il dit j'ai trouvé exactement la même chose que vous, sauf que je vais faire un article qui va être lu par toutes les équipes. Et du coup, on s'est retrouvé à égalité avec tout le monde. Quoi. En fait, la combinaison Atarka, Esper Dragon et donc Ramp sans fetch, celle-là était facile à trouver. Et nous, on se sentait assez bien pour se placer un niveau au-dessus de celle-là, en essayant de battre Ramp. C'était assez facile avec Mono Rouge et quelques cartes de side dans Esper. Et puis nous, d'essayer d'avoir un troisième deck qui soit à peu près fort contre cette combinaison. En revanche, si tout le monde avait ce niveau d'information et que les gens commençaient à jouer moins Ramp, on avait moins cette proie facile. Mais par contre, là, trouver encore un niveau supérieur pour battre les gens qui vont essayer de battre Ramp, Atarka et Esper, je trouvais pas grand chose parce que c'est pas possible de trouver un deck qui est très fort contre Atarka Red, très fort contre Esper Dragon. Du coup, t'avais une meilleure liste en mirror que... Enfin, t'avais prévu le mirror ou du coup... Oui, on a essayé de chacun de prévoir nos miroirs. Et tu regardes la plupart des listes, il y avait des mecs qui jouaient des cartes qui n'étaient pas du tout jouées en standard classique. Tu vois, il y avait plein de mecs qui avaient des negate main deck, dans les experts, des duress de base, c'est des choses qui sont pas jouées quand tu vas sur un GP normal, tu vois. Alors que là, ils savaient très bien que genre duress contre Atarka Red, contre le mirror d'Esper et contre le troisième deck, c'est ça. Ça avait l'air génial, quoi. Ça a été une des premières conclusions qu'on a faites, c'est que Duress ça allait être bon. Ouais, et puis c'est normal. Et après, le truc aussi, et ça je pense que c'est quand même là on a eu un vrai avantage, et ça je l'ai vu, en fait, j'ai lu les articles des équipes pour raconter leur préparation de pluie, et j'ai regardé la super team, enfin l'alliance de super team avec Jean-Brésil, Italie, machin, les mecs se sont retrouvés un peu avant, ils étaient tous ensemble, ils se sont essayés sur le deck 2 jours avant. Bon, c'est bien, tu vois, parce que c'est des super team, sauf qu'au bout du compte, ils ont joué à Tarkara et les dragons, quoi. Le truc, c'est que nous, c'était genre vraiment un mois avant, on fait une séance de test chez les Pichons le matin, et puis en partant avec Arnaud, je dis, bon, écoute, mec, de toute façon, soyons clairs, ça fait un mois qu'on niche de standard, on a bien compris qu'on va pas péter le format. Donc tu sais quoi, Hichem il veut jouer à Dark Red, toi tu veux faire Dragon, et puis je me les merde avec le reste, mais maintenant c'est bon, c'est gravé dans le marbre, vous jouerez ces deux decks là, parce qu'on ne trouvera pas un truc de ouf. Et en revanche, à partir de là, ça faisait un mois qu'ils savaient qu'ils jouaient ça, que donc les listes étaient bossées de ouf, et ils avaient fait je sais pas combien de millions de games, et ça s'est vu, parce que Arnaud il n'a pas combien de miroir, et d'ailleurs Hichem aussi il n'a pas combien de miroir. Juste parce que avoir la liste optimisée c'est bien, mais aussi avoir farmé ton deck comme un dingue, c'est... Si Hichem est venu tout un week-end à Paris aussi. Oui, mais ça je le comptais dans les tests. On aurait pu tester en ligne, on aurait pu dire mais c'était important, du coup il est passé le week-end là, il a dormi chez nous et tout. C'était très sympa. On a valorisé ça aussi. D'ailleurs, c'était un gros edge que vous soyez 3 à Paris, par exemple, contrairement aux USA. Tu vois, c'est ce que je veux dire, quand tu l'as dit tout à l'heure, et le Japon, les équipes parfois elles se foirent. Je pense que les États-Unis, c'est un pays qui est très desservi par le système des WMCQ en fait. C'est tellement loin que même s'il y a beaucoup de bons joueurs, c'est difficile pour eux de faire le voyage pour aller jouer les 3. Et en plus, pour tester, c'est compliqué. Enfin, t'as un mec qui se qualifie à Dallas et l'autre qui se qualifie, je sais pas moi, à Seattle. C'est difficile de tester ensemble, quoi. Enfin, c'est comme si un mec qui habite à Paris était testé avec un mec qui habite à Vienne, quoi. Faut y aller, quoi. Ouais, c'est clair. Non, et puis en plus, c'est pas mal de pouvoir se voir, faire une pause de 2-3 jours, de se revoir plutôt que de devoir tout encaisser, tes 10 heures de Magic, 5 jours d'affilée, c'est clair. d'avoir du temps pour assimiler, quoi. C'est aussi important. Et je pense que ça a vachement servi à la France, quoi, en tout cas, cette année, quoi. Oh, mais ça a aussi joué sur la décision de qui jouerait le limité et le standard entre Hichem et moi, vu qu'on est plus des joueurs construits. Mais moi je suis sur Paris et donc j'ai eu l'occasion de faire toutes les séances de tests de scellé avec de très bons joueurs pour m'entraîner en limité et en trio limité. Fatih c'est commit direct sur ok tant pis c'est pas moi qui joue à Dark Arène, du coup je vais dérouler en limité. Et après, on s'est vu super souvent à Paris et ça, on a bossé quoi, c'était temps. Puis en plus, Hichem il était dans la batterie du mono rouge pour tester son deck. Bah, comme ça, Hichem il a bossé son mono rouge comme ouf aussi, et du coup tout le monde est arrivé bien affûté. Chacun savait ce qu'il avait à faire, vraiment dès le départ, ça pour le coup. Certaines équipes avaient un très bon capitaine et le faisaient pas jouer tout le temps, en prenant le pari qu'il allait coacher les autres. Je sais pas s'ils ont fait ça pour les États-Unis. Non, mais par exemple, il y a une année où Entertain World il coachait tous les formats. Par exemple. Sifka il avait fait ça aussi. Ouais, vous pensez quoi de ça? Mec, c'est peut-être se prendre la tête. C'est difficile de jouer 2 parties de Magic à la fois dans lesquelles tu tiens même pas les cartes. Alors que si tu mets un bon joueur à sa table, au moins il va jouer, t'es sûr de jouer bien un match. Et puis les autres joueurs qui sont qualifiés savent jouer aussi, quoi. Donc ce que le capitaine peut apporter, c'est uniquement une amélioration du niveau de jeu. C'est pas comme si le capitaine ne coachait pas, personne n'allait jouer non plus. On avait parlé avec Raph aussi quand on a posé la question. Mais Raph, il avait écrit un article sur ce sujet, justement, c'est lui qui parlait de déresponsabilisation. Et pour le coup, il était super cash. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que il m'a fait non, c'est mort, c'est de la merde, c'est sûr. Si t'as l'impression que tu joues bien, tu joues, tu gagnes tes games et tu fais confiance à tes teammates. En fait,
beaucoup des choses dont on parlait. Raph, il en parle dans son article que j'ai relu hier justement pour préparer ce truc. Et il parle de tout, des tels quand tu coaches pas, de la déresponsabilisation à cause du coaching, de. Non mais ça tout. Mais pour le coup, on s'est entouré de tous les gens qu'on pouvait quoi. En gros, tous les mecs dans la communauté française, on s'entraînait avec eux, ou alors on les a dans le groupe Facebook, ou alors on leur a posé des questions. J'ai parlé avec Jérém, j'ai parlé beaucoup parlé avec Raph, des choses au groupe, etc. aussi. Et voilà, tu vois, typiquement pour la question de est-ce qu'il faut que je joue, est-ce qu'il faut que je coach, ça a été résolu en 5 secondes. Tu vois, parce qu'en gros, je savais très bien que j'avais pas les armes pour décider. Et il avait un point de vue super arrêté sur la question, donc vraiment tu poses la question à un mec, si c'est pour pas écouter sa réponse quand elle est aussi claire, c'est débile. Même tu vois, on a aussi demandé à Matignon, parce que Matignon, c'est avec Wafo, avait fait un tournoi en team trio il y a 2 mois, c'est Fatih qui m'a appris ça. En construit. En construit, ouais. À Nantes. Ouais. Donc, pour leur demander ce qu'ils avaient joué, etc. Tu vois, on a essayé de prendre toutes les informations qu'on pouvait. Ok. Et il disait quoi, Raph? Il avait des trucs nouveaux à dire par rapport à. J'imagine que tu dû relire son article du coup aussi, non? Oui. Il a des nouveaux trucs sur ça depuis ou il a juste théorisé le truc et c'est bon? Non, il n'y a pas grand chose à ajouter par rapport à son article, mais juste celui qu'on avait une question spécifique, on lui posait quoi. Surtout que nous on était parti du principe qu'on n'avait pas testé avec d'autres teams. On a fait un CD contre la Suisse, mais on n'a pas mis en commun nos ressources avec un autre pays. On a abordé la question, est-ce que ça vaut le coup de tester avec d'autres teams comme ce qu'on fait donc Canada, États-Unis, Italie et je sais plus qui, mais oui, on avait tellement de bons joueurs français et d'occasions de se préparer qu'il n'y avait pas eu besoin. Après, je pense revenir après être à 0-1, ça devait pas être facile. C'est clair. D'ailleurs, comment est-ce que vous avez géré ça? Parce qu'en plus, vous tapez une grosse équipe en étant à 0-1. J'ai pas vraiment l'impression qu'on a vu Algérie en fait. Genre, on s'est dit, bon, on est 0-1, et puis la round suivante elle a commencé, mais on s'est pas chié dessus. Enfin, tu vois, genre, on n'a pas vraiment fait on s'est pas dit, ouais, les mecs, on fait une réunion d'équipe, on se remobilise, etc. On n'a pas tenu les mains. C'est pas vraiment facile non plus. Pas eu beaucoup Ah ouais? En plus, on démarre la matinée très confiant dans le CL, franchement, parce qu'on était bien préparé. On savait qu'on avait fait plus de préparation que la plupart des équipes. Et qu'on avait progressé beaucoup entre le début et la fin. Donc on pensait avoir un avantage. Et là, on ouvre un CL qui était quand même médiocre. Moi j'ai toujours joué les jeux Devoid ou Ingest, 8 fois donc, et là je me retrouve à jouer vers Rouge Landfall, ce qui était un peu inattendu. On était en mode. Le deck, on avait identifié qu'il fallait pas le jouer. Il y avait juste pas de bon deck Devoid, ce qui était genre la première fois que ça arrivait. On était en mode improvisation quoi. Et ensuite on joue la ronde 1, on la perd. Et donc dans le système, on est rapidement au pied du mur quand même. La journée, si tu commences à en perdre 2-3, elle est vite fichue. Et bon, on s'est dit, notre deck il est pas super, on n'allait pas faire 3-0. Ok, on a pris notre défaite. Ok. Maintenant, faire de 1. Voilà, maintenant tout reste possible. Et on n'a pas tergiversé plus que ça. Ouais, j'ai bien aimé la formule que tu as répété tout le temps quand on y était. En fait, c'est de toute façon, ça change pas le play quoi. Alors t'es à 0-1, mais le bon play ça reste le bon play, et le mauvais play ça reste le mauvais play, et il faut trouver le bon quoi. Et de toute façon, on savait qu'on n'avait pas des très bons decks, mais en fait on n'a pas passé 1 heure à se dire oh là, ça rend pas de bol machin. On l'a même pas dit en fait. Avant la fin du CD, on n'a pas dit ah les mecs c'est un pool de merde quoi. Ouais, personne sait. Voilà, je pense que tout le monde le pensait très fort. Genre quand j'ai vu qu'on avait 5 landes dans le noir, et qu'en plus sur les 5 on en jouait qu'un, parce qu'il n'y avait même pas des cartes splashées, tu vois. Des den, non? Des bilands quoi. Ah, 5 bilans noirs 5 battle land. Ah. Et tiens, genre je vois ça quand on les ouvre déjà dans ma tête, je me dis bon, super, et puis après je me rends compte qu'en plus on n'a rien à splasher, donc il y en a 4 qui restent en side quoi. Alors le seul qu'on jouait c'était pour pouvoir converger une carte quoi. Mais si tu veux, dans la tête je fais bon, super, bon. Mais personne n'a dit on a des poules de merde quoi, on a bidé nos trucs et puis on a joué avec quoi. Et après, football, je pense qu'on a quand même eu de la réussite parce que par rapport au deck qu'on avait, faire 2-1 c'était vraiment pas mal. Franchement. Enfin, genre, honnêtement, on m'aurait proposé 1-2 avec le pool qu'on avait ouvert, j'aurais peut-être signé quoi. Mais on sait pas, on a pas eu trop peur quoi. Moi personnellement, après la défaite contre la Belgique, je me suis un peu remis en question parce que pendant ce match, c'était vraiment le premier match de la compétition, donc il y avait un peu le stress. J'ai aussi moins l'habitude de ce tournoi compétitif. J'étais un peu en mode, je suis pas sûr de moi, je demande conseil à Hichem qui était coach pour trop de play quoi. Et donc ça ralentissait et ça stressait et tout ça, la chaîne infernale. Donc après la défaite, je me suis dit ok, non, c'est bon, je joue, j'ai confiance en moi et ça va bien se passer. Et le fait d'être en feature match contre l'Angleterre à la ronde 2 a en fait aidé parce qu'il y a beaucoup plus de distance entre les joueurs. Donc là je me suis dit ok, on arrête de faire le con, on joue et ça va bien se passer. Et quand vraiment c'est ultra compliqué ou quoi, là je demande de l'aide.
Et ben ça s'est bien passé. On n'a pas fini notre match, enfin j'ai pas fini mon match face à Anteri, mais on finissait à 1-1 et j'ai pas fait de bêtises et c'était des matchs qui se sont passés normalement et tout quoi. Donc voilà ce qui s'est passé après la première défaite et je pense que ça m'a bien mis dans le bon état d'esprit pour la suite du tournoi. Ça. Ok. Il y a ce moment qui se produit à 0-1, on est en feature match contre les Anglais. Ouais. Et sous caméra, l'équipe qui va perdre, elle va commencer sa journée à 0-2 et son tournoi, il est quasi condamné, quoi. Il est déjà en mode survie, alors qu'il n'est même pas midi, quoi. Et ça nous a bien servi parce que les Anglais aussi, ils étaient inexpérimentés, ils étaient tout aussi stressés que nous de jouer sous caméra, peut-être davantage. Les matchs, le vent a tourné en notre faveur et du coup on en a fait une force. Ok, on a joué sous caméra contre une équipe difficile, on a gagné et ça nous a complètement relancé tout de suite. Je pense que ça décomplexe la chance, parce que ouais. Fait, ils sont tombés au tournoi pro. Et la deuxième ronde, futur match favori en Thierry, quoi. Donc, genre le mec il perd pas une partie depuis 6 mois, quoi. Ouais. Bonjour. Et du coup la suivante, tu prends John McLaren, tu vois, histoire de rester un peu cohérent, quoi. Je pense que c'était pas mal en fait, que ça se passe comme ça. Ça d'entrée, c'est un tournant du tournoi pour nous, qui nous relance, qui nous soude. Et pour les Anglais, c'est un tournant du tournoi aussi dans le mauvais sens. Du coup, c'est fini. Bernard. Dès le début, on a cette croisée des chemins, c'est dingue. Il y a eu la technique secrète pour se détendre avant le tournoi. Regarder Cauchemar en cuisine. Et les dinosaures. Et... Mais c'est genre, vous mettiez devant Gordon Ramsay, vous engueulez un bon coup et puis c'était réglé, quoi. En fait, moi j'ai découvert, je savais pas ce que c'était avant le tournoi. Et genre au début, j'entends parler de Gordon Ramsay et pour je sais pas quelle raison, j'ai pensé qu'il m'avait Game of Thrones. Et puis après, je commence à voir l'émission, moi je fais attends, c'est une parodie Game of Thrones. Et puis je peux regarder et je fais c'est rien à voir. Mais ouais, les goûts, c'était plutôt marrant, quoi. Enfin, que, ça marchait bien avec le côté World Magic Cup, quoi. Ouais, c'est un monument quand même. Ah ouais, je sais pas, je découvre. Ouais. Mais Hichem, je crois qu'il les connaît tous, genre par cœur, quoi. Genre, à un moment, il se dit, mais putain, c'est un truc de ouf, c'est la première fois en 126 épisodes que ça arrive, quoi. Ouais, eh bien, merci messieurs, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Nous étions honorés d'être avec l'équipe de France. Cette belle soirée de décembre. Plus Hichem qui avait pu être là. Plus Hichem, à qui j'aurais bien aimé poser beaucoup de questions. Il n'a pas beaucoup perdu ce week-end-là. Non, c'est vrai, c'était intéressant parce qu'Hichem il venait de Marseille, il était avec E7, rapport avec Thierry Rambois qui est une star montante du truc, qui est en plus avec Grégory Casny qui est parti. C'est compliqué Marseille, ça aurait été intéressant d'en parler. En plus, Sylvain Loriol, etc. Tout ça, il y avait plein de choses à parler, mais bon, c'est dommage, on va me faire un petit coucou quand même. Enfin, moi après je vous engage pas à le faire, mais Si Hichem du coup il est content de reprendre le flambeau pour Marseille parce qu'il est qualifié pour le Pro Tour suivant. Ouais. Donc ça va faire 2 perfs d'affilée, à chaque fois un Marseillais sur les gros tournois. Ouais. Juste à la suite de Thierry. Donc, bon, et bien voilà, salut Hichem, salut l'équipe de France. C'était très cool. Et merci d'être venu. Ils termineront sur une Marseillaise.